Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Questions d'actu depuis l'Aïoun à l'occasion de la commémoration du 49e anniversaire de la Marche verte, un 49e anniversaire qui intervient au moment où le Maroc a obtenu des résultats tangibles sur la question du Sahara grâce à la vision proactive de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il s'agit d'une célébration qui intervient au moment où l'élan diplomatique de la question du Sahara est inédit. 119 pays soutiennent à ce jour la proposition marocaine d'autonomie, 119 pays et beaucoup de pays, de plus en plus de pays des quatre coins de la planète qui ouvrent ici à l'Aïoun mais aussi à Dakhla des représentations diplomatiques. Les États-Unis, mais aussi les trois quarts des pays africains ont choisi les provinces du Sud pour ouvrir leur consulat. Et justement, nous avons avec nous le représentant de l'un de ces consulats. Il s'agit de l'Union des Comores. Et avec nous donc aujourd'hui, Monsieur Saïd Omar Saïd Hassan. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup et bonne fête de la Marche verte pour tous les Marocains. Merci beaucoup, merci. Et ce consulat de l'Union des Comores fait partie des 12 représentations diplomatiques présentes ici à l'Aïoun. Également avec nous, c'est un plaisir de l'accueillir, l'expert chercheur dans les affaires du Sahara et membre du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes, le CORCAS. Mohamed Talib, bonjour et merci à vous aussi de vous joindre à nous. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités et d'avoir offert cette opportunité de débattre avec votre télé. Marhaba. Marhaba ou marhaba bina andkoum à l'Aïoun. Donc 49e anniversaire aujourd'hui de la Marche verte, c'est une émission d'actualité. L'autre actualité internationale cette fois, c'est la réélection du président Donald Trump. Décembre 2020, les États-Unis d'Amérique reconnaissent la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. C'était un game changer, comme on dit. Cette décision a littéralement engagé d'autres reconnaissances, notamment de pays occidentaux. Et aujourd'hui, la réélection de Trump, M. Talib, qui vient aussi au moment où le Maroc célèbre ce 49e anniversaire de la Marche verte. Un commentaire. Oui, effectivement. Donc, avant tout, nous tenons à féliciter le peuple américain et le président Trump qui a été réélu hier. Les élections américaines, c'est un événement qui ne concerne pas seulement le peuple américain, c'est un événement qui est suivi par le monde vu la position américaine dans le monde et la force de ce pays. On peut se réjouir, bien sûr, de la réélection du président Trump, qui avait reconnu la marocanité du Sahara vers la fin de son premier mandat. Et on ne peut que s'en réjouir, parce que les États-Unis, c'est un pays qui est le porte-plume au Conseil de sécurité concernant le dossier de notre intégrité territoriale. Il est aussi un pays influent, un pays fort. Et c'est grâce à sa position de reconnaissance de notre souveraineté qu'il y avait, disons, un changement dans la perception de l'opinion publique internationale ces 2 dernières années. Absolument, ces 2 dernières années, mais pas que. Il se trouve qu'une année avant la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara, un pays frère, un pays d'Afrique aussi, qui prend l'initiative d'installer sa représentation diplomatique dans les provinces du Sud. Il s'agit de l'Union des Comores. Monsieur Saïd Hassan, aujourd'hui, 5 ans après, donc c'était en décembre 2019 où le consulat de l'Union des Comores a ouvert ici à l'Aïoun. 5 ans après, comment avez-vous vécu d'abord la transformation de cette ville, de cette région que vous connaissez très bien pour l'avoir bien sillonnée depuis 5 ans? D'abord, je me réjouis que l'Union des Comores étant le premier pays, le arabo-africain,
qui a ouvert la première représentation diplomatique à La Une pour la reconnaissance du Sahara marocain. Ça n'a jamais été un doute pour les Comores. Hein. Les Comores, le problème du Sahara, il n'y avait pas d'ambiguïté. Mais on a voulu, avec les paroles, faire des actes, poser un acte concret. Et cela à travers l'amitié et la fraternité que les Comores ont avec le Royaume du Maroc depuis des décennies. Et d'autant plus que on a fait le premier pas et d'autres ont suivi, on a amené le baraka. Parce que d'autres pays, et c'est pas le moindre, qu'après une année, il y a eu les États-Unis, et puis récemment, l'histoire est toujours... la vérité finit toujours par triompher. Hein. Et moi, depuis que je suis à La Une ou dans les provinces du Sud, pour ne pas dire le Maroc en entier, parce que je suis en différentes provinces, je vois le changement, l'essor économique déjà au niveau des provinces du Sud. Non pas La Une uniquement, ma ville a bien changé parce que c'est ma ville qui m'a adopté, ça fait 5 ans. Et ma région aussi, mes provinces ont changé parce que je vois comment se développe, j'ai toujours dit d'une façon scientifique et d'une façon exponentielle. Parce que vous êtes de formation scientifique pour nos téléspectateurs, petite précision, monsieur le consul, monsieur Saïd Hassan, et de formation scientifique, donc on reste très cartésien et on ne croit, et un lauréat aussi du Maroc, nous y reviendrons plus tard, mais effectivement, c'est avec des chiffres et des résultats concrets, tangibles qu'on voit avec les yeux. Aujourd'hui, quand vous traversez déjà la ville de La Une, elle a changé déjà les infrastructures. Moi, j'ai l'habitude d'aller à Gadir jusqu'à Dakhla. Quand on voit l'axe routier, Tiznit, Dakhla, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, on a une plus grande parc éolienne du Maroc, je pense. Et puis, quand on voit aussi au niveau du système éducatif, les établissements qui sont installés, l'université aujourd'hui reste qu'à parler d'une université du Sahara, carrément, puisqu'il y a l'école l'EST, École supérieure de technologie, la fac des métiers et de pharmacie, les formations professionnelles techniques, et beaucoup de formations pour les paramédicaux, sans parler de l'NCG à Dakhla. Vous voyez, et la fac polytechnique d'Esmara, vous voyez, il reste qu'à bâtir peut-être un jour l'université du Sahara. Absolument. Donc tout ça... Et des opportunités de business des aussi. Grands projets de business, quand je vois les gens qui viennent justement aujourd'hui pour chercher des opportunités. Moi, j'ai déjà vu les Polonais qui sont venus pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et bientôt, bientôt on parle de ce qui va... Bon, récemment, avec les Français, avec leur infrastructure, leur grand projet, méga projet. Mais ici, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui est énergie. Alors, la force d'un pays, le développement du pays, c'est l'énergie. Aujourd'hui, les provinces du Sud maîtrisent déjà l'énergie. Et ils sont en train de maîtriser l'eau, à part des centres de dessalement. Hein? Et puis l'hydrogène vert, qui va être une première au niveau du continent. Donc je crois que tout ce que j'ai vécu en 5 ans, peut-être je ne l'aurais pas vécu ailleurs. Hein? Saïd Hassan, justement, quand on parle d'ailleurs, c'est très bien pour les provinces du Sud, pour les populations des provinces du Sud. Je me tourne vers Mohamed Talib. Que change finalement la marche verte dans la démarche et dans la vie sociale, politique et économique du Maroc, dans toutes ces provinces et dans toutes ces régions? Effectivement, la marche verte, ce n'est pas un événement historique seulement, c'est une épopée qui s'installe dans la continuité. Donc si Feu Hassan II, Allah yarhamou, était le génie, était l'inventeur de cette épopée qui a récupéré nos provinces du Sud qui étaient colonisées par les Espagnols. Et ça a été fait dans une conjoncture internationale un peu sensible. C'était pas le Maroc d'hier, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Donc on a pu récupérer nos provinces du Sud grâce à la vision d'un roi visionnaire, Hassan II Allah yarhamou. Et cette même marche verte, elle est toujours là. On la vit maintenant. Feu Mohamed Khamis disait
Donc maintenant, on est dans cette continuité, dans cet esprit. Ce que nous avons vécu ces dernières années, c'est vraiment une vraie révolution sur le plan humain, sur le plan des infrastructures. Je ne vais pas répéter ce qui a été mentionné par son Excellence, Monsieur le Consul. On vit vraiment une révolution sur tous les plans dans cette région, et ce qui a impacté, disons, la vie de la population locale, et chose qui est très très importante. Et cela aussi a permis, disons, l'intégration totale des populations sahraouis marocaines dans le tissu économique, dans le tissu social et dans le tissu politique. Et c'est d'ailleurs ce qui dérange nos ennemis. Alors, le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, avait déjà pressenti l'importance du développement et l'importance d'aller à l'avant, tout en gardant la vigilance nécessaire. Donc on est sur l'échelon diplomatique. Notre diplomatie fait son travail comme il le faut. D'ailleurs, on a pu, dernière en date, c'est la dernière résolution du Conseil de sécurité qui a appuyé notre proposition d'autonomie. Donc le Maroc, il vit toujours sa marche verte. Et, de Tanja Al-Gouera. De Tanja Al-Gouera. Finalement, cet élan aussi et ce développement économique profite non seulement aux provinces du Sud, mais profite grâce aux projets d'infrastructure aux autres régions et grâce aussi à la régionalisation et à l'Afrique, bien évidemment. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une marche verte, continue. C'est pas un simple événement historique qu'on a terminé et on va le fêter en histoire. Non, on est toujours dans l'avenir. On est projeté dans l'avenir grâce à la vision de Sa Majesté le Roi. Et dernière proposition de Sa Majesté en date, c'est le fameux projet de l'Atlantique et cette ouverture sur l'Afrique subsaharienne aussi. Donc la marche verte, elle vivra toujours avec nous, il va toujours nous hanter. C'est une épopée de tout un peuple. C'est un rêve d'un roi et d'un peuple. Et on le voit maintenant se concrétiser. Quelqu'un qui s'absente de visiter la région un mois ou deux, il va découvrir qu'il y a des changements. Et c'est une région qui est tout en chantier. D'ailleurs, c'est ce qui a influencé les positions de plusieurs pays qui commencent à voir clair la situation. Et surtout nos amis africains qui ont confiance en la sagesse de notre roi et la vision de Sa Majesté gagnant-gagnant, qui a toujours été sa vision pendant ses premières années de règne, quand il s'est penché à des visites, disons, continues à plusieurs pays africains. Puisque vous avez parlé de la communauté internationale, j'aimerais bien vous interpeller sur le rôle et la responsabilité de cette communauté internationale dans le retour au processus politique, dans la résolution de ce différend régional et pour finir une fois pour toutes et clore une fois pour toutes ce dossier. Qu'en est-il du rôle de comment accélérer la responsabilisation de la communauté internationale qui voit justement le changement s'opérer dans les provinces du Sud pour revenir au processus de table ronde, comme d'ailleurs ça a été évoqué dans la dernière résolution 2756, votée il y a tout juste une semaine au Conseil de sécurité de l'ONU. La dernière résolution, c'est comme les autres résolutions depuis 2007. Depuis 2007, on se souvient du blocage que connaissait le dossier au sein de l'ONU, au sein du Conseil de sécurité. Donc c'était le blackout de l'opinion publique internationale et du Conseil de sécurité. Et c'était grâce à la proposition marocaine d'autonomie qu'on a vécu une nouvelle dynamique dans ce dossier. D'ailleurs, les pays membres du Conseil de sécurité, surtout les pays permanents, ils avaient pressenti le danger de ce processus qui était au degré zéro. Et ils avaient saisi l'occasion de la proposition marocaine qui a été saluée, qui a été considérée comme crédible,
et qui pourrait être la base d'un règlement pacifique de ce différend régional. Et aussi, c'était grâce à cette dynamique que l'opinion publique internationale commence à voir clair sur la situation, essentiellement sur les vrais protagonistes du problème. Ce qui a été mentionné, par exemple, pendant la dernière résolution, on a nommé l'Algérie plus de 5 fois ou 6 fois dans le texte de la résolution, ce qui incombe à une responsabilité directe de ce pays qui doit... et on a aussi vu ce scénario mesquin qu'ils ont essayé de jouer lors des négociations à propos de la résolution proposée par les États-Unis d'Amérique, avec les 2 amendements qui ont été rejetés par le Conseil de sécurité, en voulant revenir à une dissertation passéiste d'avant la proposition marocaine. Chose qui ne peut pas être acceptée, vu que l'ONU, via ces instances, ils ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver à ce que nous avons là, et avec le cumul depuis 2007 jusqu'à la dernière résolution. Donc on peut dire que la patience et la vigilance de la diplomatie marocaine a primé, et nous avons été récompensés. Et maintenant, c'est la responsabilité du Conseil de sécurité pour faire respecter ces recommandations. Ce n'est pas le Maroc qui refuse le format table ronde, ce n'est pas le Maroc qui ne collabore pas avec les instances internationales, ce n'est pas le Maroc qui a violé le cessez-le-feu, ce n'est pas le Maroc qui interdit à la MINURSO de faire son travail dans la zone tampon. Donc maintenant, c'est la balle est dans le camp du Conseil de sécurité pour se faire respecter et pour respecter les résolutions et surtout la dernière. Alors, dernière petite question à Sitaleb sur cette diplomatie parallèle. Comment elle peut être complémentaire avec la diplomatie officielle, et comme l'a d'ailleurs rappelé Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours adressé à l'occasion de l'ouverture automnale du Parlement, et comment renforcer ce lien entre la diplomatie officielle et ce qu'on appelle la diplomatie parallèle dans tous ses aspects? Oui, effectivement, je pense que tous les Marocains, ils font de la diplomatie parallèle. Si on voit maintenant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, oui, et l'implication des jeunes, personnellement je suis étonné de voir l'élan et ce regain de patriotisme chez nos compatriotes dans les sites internet, sur les réseaux sociaux, vraiment de grandes batailles qui se font. Mais ça reste à raisonner un petit peu cette implication de ce que nous appelons diplomatie parallèle sous toutes ses formes. Donc, premièrement, il faut s'acquérir du matériau nécessaire pour jouer ce jeu. Parce que c'est pas très compliqué, mais ça nécessite quand même une certaine connaissance du dossier sur le plan historique. Quel est le rôle du Corcas justement du Conseil le Corcas, royal consultatif le Corcas était très actif pendant les premières années. C'est grâce à cette institution qui est composée de plusieurs sensibilités. Toutes les représentations tribales sont représentées dans cette institution, société civile, et même des gens qui épousaient les thèses séparatistes auparavant, qui sont maintenant membres dans ce conseil. C'est grâce à ce conseil qu'on a travaillé le projet d'autonomie. C'est la première mention, la première feuille de route, si on peut se permettre ce terme. C'était des propositions des membres du Conseil royal consultatif des provinces, du consultatif royal du Sahara. Et on ne peut que saluer les efforts qui ont été faits par son président, son secrétaire général et tous les membres. Et jusqu'à maintenant, le Corcas, il est toujours présent dans la réception des délégations internationales qui visitent le Maroc. Il participe amplement en concertation directe avec les institutions, les autres institutions en charge de ce dossier.
Très bien. En parlant du rôle, justement, nous avons un diplomate avec nous et pas des moindres. Monsieur le consul Saïd Hassan, quand on parle de la diplomatie, quel est le rôle aujourd'hui ou quelles sont les principales missions du consulat de l'Union des Comores? D'abord, sur le volet économique, bien naturellement, diplomatique, cela coule de source. Pour le rapprochement des peuples déjà, des peuples frères, marocains et comoriens. Je reviendrai qu'on parle de la marche verte. Oui. Aussi, c'est l'intégration économique qu'on est en train de faire là maintenant. Oui. À partir du Maroc, on est en train de créer toute une autoroute sur l'économie intra-africaine. Donc il y a l'exemple des pays de l'Atlantique, mais aussi tout ce qu'on est en train de faire au niveau du Sahara, qui va être le hub du continent, c'est-à-dire entre le Maroc et les pays subsahariens, mais aussi entre l'Europe et l'Afrique, pour vous dire, et le Sud carrément. Donc c'est pour dire que la marche verte, c'est aussi maintenant une marche économique, parce que la vraie intégration, c'est l'intégration économique, quand on parle des ELECAF. Donc vous voyez un peu d'où nous a amené la marche verte. Sans la marche verte, on n'aurait pas ça. Quand vous parlez de cette diplomatie, le rôle du consulat, le consulat en général s'occupe de toute sa communauté, la communauté qui est dans la région, où les gens qui veulent venir visiter, voir s'il y a des opportunités, mais aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir du Maroc. Déjà, l'expérience marocaine m'interpelle. L'expérience marocaine dans le cadre de la décentralisation, l'autonomie, mais aussi l'implication de la société civile, mais aussi tout ce qui est économie circulaire. Pour moi, c'est intéressant pour un pays insulaire comme les Comores. Il y a aussi cet aspect que la diplomatie au niveau géopolitique, ça on laisse de côté, mais aujourd'hui c'est l'intégration économique pour tous ces pays subsahariens, notamment le cas de Comores, où les échanges entre le Maroc n'existaient pas, un échange économique, carrément. Là maintenant, c'est notre rôle justement de faire connaître les Comores, mais aussi de faire connaître le Maroc aux Comores. C'est ce que vous faites là aujourd'hui. Je suis là, je parle de Comores, on parle du Maroc, des opportunités qu'il y a au Sahara, les facilités qu'il y a au Sahara marocain pour des investisseurs comoriens. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir inviter des investisseurs comoriens de la diaspora ou qui sont aux Comores venir ici, mais aussi faire partir des investisseurs marocains aux Comores où ils auraient les mêmes facilités qu'est-ce qu'ils ont au Sahara. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'exemple qu'on vit au Sahara sur l'autonomie, sur la décentralisation, sur la gestion même, hein, la compétitivité entre les communes, entre les régions, c'est quelque chose d'inspirant pour le continent. Inspirant pour le continent, pourquoi? Parce que peut-être demain, dans un avenir proche, hein, quand on aura résolu ce problème au niveau de l'Union africaine, enlever cette épine qu'aujourd'hui toute la communauté internationale reconnaisse la Marocaine du Sahara, on ne peut pas continuer avec quelques pays au niveau du continent. Il faut les sensibiliser. Dire que l'affaire est close. Ça doit être clos au niveau de l'Afrique. Dans la paix aussi et dans le dialogue politique. Dans le dialogue politique. Et je pense que, parce que vous avez parlé justement d'exemples, ce ne sont pas les conflits qui manquent aujourd'hui sur notre continent. Mais je vais en venir Excellence, Monsieur le Consul. C'est le plan d'autonomie des provinces du Sud, qu'aujourd'hui Sa Majesté, visionnaire, bâtisseur, parce qu'il a bâti l'économie. Et un des problèmes, les problèmes qui secouent aujourd'hui l'Afrique, c'est quoi? C'est des conflits, soit ethniques, tribaux, linguistiques, mais surtout économiques. Alors si Sa Majesté n'avait pas misé justement le développement économique, on ne serait pas là. C'est-à-dire qu'on est en train de voir le bout du tunnel que ce conflit ce pseudo-conflit va se terminer. Et je crois que le Maroc sera un laboratoire innovant justement pour une solution pour le continent. On va parler de solutions africaines, on va parler d'Afrique des solutions au lieu que ça soit Afrique des problèmes. Cela ne saura se faire sans la jeunesse africaine. Vous avez parlé tout à l'heure de la communauté comorienne. Il y a des Comoriens aujourd'hui dans les provinces du Sud. Excellence, Monsieur le Consul Saïd Hassan. Il y a des étudiants comoriens qui sont à Laayoune, Goulmim, Tiznit, à Dakhla.
Et vous êtes vous-même, vous avez vous-même foulé les auditoriums et amphithéâtres des universités marocaines il y a quelques années. Quelques années, je ne vais pas dire combien d'années, il y a quelques années, j'étais à Kinitra et puis mes recherches à Darmeraz, Fès, une partie je l'ai fait à l'IAV, donc c'est pour que j'étais jusqu'à Taounat. Bon, pour dire que mes recherches d'ailleurs, je suis toujours associé à des laboratoires marocains, pour continuer toujours avec encadrer des étudiants comoriens, mais travailler avec mes collègues chercheurs marocains. Et pour dire quoi, c'est ces jeunesses-là qui aujourd'hui, nous on était jeunes à ce moment-là, c'est pourquoi on est fiers de revenir dans le pays qui nous a formés. Et c'est ça justement le génie du Maroc, la vision de Sa Majesté Hassan II, Allah Arham. C'est ça, il a ouvert les portes justement à l'éducation. Il a les portes pour la formation, pour tout ce qui échange avec le pays du continent. Et aujourd'hui, s'il y a une reconnaissance de plusieurs pays africains de la marocanité du Sahara, c'est pas anodin, c'est venu de cette vision. Aujourd'hui, on a un roi, Mohamed Sadis, que Dieu l'assiste, qui est bâtisseur. À l'exemple économique, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est des expériences, c'est des choses innovantes pour le continent, qu'on peut dire que le Maroc aujourd'hui est un laboratoire pour tous les conflits, pour résoudre les conflits au niveau du continent. Merci, Excellence Monsieur le Consul Saïd Hassan. Un dernier mot, Mohamed Taleb, sur la jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure d'une marche qui continue. 49 ans après, dans un an, c'est un demi-siècle depuis cette épopée historique. La jeunesse, d'abord, l'avenir de la jeunesse de ces provinces sahariennes. Je pense qu'avec tout ce qui a été fait en matière d'infrastructure, en matière de développement humain, que l'avenir est très prometteur pour la jeunesse locale. Il faut leur donner leur chance, cette jeunesse. Plus, il faut avoir confiance en nos compétences et il faut les intégrer de plus en plus dans les questions de développement, dans la chose locale en général. Et soyez sûrs qu'avec cette jeunesse actuelle, avec les villes de compétences et de métiers qu'on a ici, avec les universités, avec la société civile qui est très très dynamique dans la région, soyez sûrs que la jeunesse a seulement besoin d'un petit coup de pouce pour se mettre sur les rails et pour s'intégrer dans cette perspective, disons, millénaire. Et on fêtera sûrement l'année prochaine les 50 ans, un demi-siècle de cette marche verte, avec d'autres péripéties et d'autres agendas Sa Majesté. Merci beaucoup Mohamed Taleb, membre du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et mes remerciements bien évidemment vont également à Monsieur Saïd Omar Saïd Hassan, consul général de l'Union des Comores à l'Aïoun. Merci. Merci d'avoir été avec nous, toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial de questions d'actu, épisode spécial 49e anniversaire de la Marche verte que nous vous avons proposé d'ici de la grande médiathèque Mohamed VI à l'Aïoun. Très bonne suite des programmes.